Je suis Dorit Naon, j'écris les posts LinkedIn des chefs d'entreprise, je forme leurs équipes à LinkedIn, je suis autrice et chroniqueuse télé. Dans ce podcast pour la rubrique Management de Capital, je vous propose de recevoir chaque semaine des acteurs qui ont su répondre aux nouveaux défis du monde du travail. Remue Manage, le podcast qui secoue le monde du travail. Elle est journaliste, présentatrice d'émissions, conférencière et experte IA. Bonjour Marjorie Paillon. Bonjour Dorit Naon. Tu es tout ça. Je suis tout ça. Tu l'as fait avec ChatGPT ou pas? Même pas. Ah, on arrive tout de suite dans l'entrée en matière parce qu'on est là pour parler d'IA ensemble. Ouais. Et on va apprendre beaucoup de choses. J'ai hâte que tu nous donnes tes lumières, que tu nous partages ta vision. Alors, on va commencer tout de suite, justement, sans transition avec ChatGPT. Ouais. Alors, ChatGPT, il a été lancé en novembre 2022 et en l'espace de 5 jours, plus d'1 million d'utilisateurs se sont inscrits au service. Les dernières statistiques d'OpenIA, les créateurs du générateur d'images DALL-E et de ChatGPT montrent qu'il compte plus de 3 millions d'utilisateurs actifs, générant plus de 4 millions d'images par jour. C'est énorme. Comment t'expliques cet engouement ? D'abord, il faut se replacer en novembre 2022 quand OpenAI lance son produit ChatGPT et l'ouvre en fait au grand public. OpenAI, c'est une société qui a été montée en fait par Sam Altman, dont Elon Musk était actionnaire, ça va avoir de l'importance pour la suite, mais qui s'est bâti en fait sur une double philosophie. Le fait de se dire que la recherche fondamentale en matière d'intelligence artificielle pouvait être couplée à du produit et donc à de la monétisation et du business à la clé. Tu te souviens qu'il y a quelques semaines, un an quasiment après justement l'arrivée massive de ChatGPT et de toutes ces versions, non seulement auprès du grand public, mais en produit entreprise, il y a eu un schisme absolu au sein du board d'OpenAI. Entre-temps, Microsoft avait investi aussi 14 milliards de dollars dans l'affaire, donc c'est pas rien. Ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'on a vécu une espèce de week-end en mode festen qui nous a tous fascinés, qui nous a tous même finalement laissé bouche bée parce que en l'espace de 48 heures, le board d'OpenAI a voulu virer Sam Altman, l'a viré une première fois, finalement a dû le reprendre ensuite parce que notamment le patron de Microsoft a passé des coups de fil pendant tout le week-end parce qu'il voulait aussi garantir son investissement et en retour sur l'investissement de ces 14 milliards, ça c'est encore autre chose. Mais ce qui est important à retenir de cette histoire et de la façon dont ce week-end s'est déroulé, c'est que finalement, entre recherche fondamentale, impact sur le monde, parce que OpenAI au départ, le choix du nom est vraiment signifiant. OpenAI, c'est pour ouvrir l'intelligence artificielle, pour pouvoir décupler ses potentialités, pour pouvoir tester aussi ses applications. Et finalement, OpenAI est devenu de plus en plus fermé quelque part, ce qui est assez paradoxal. Et entre raison de la recherche et de l'impact et raison du business, c'est finalement le business qui a gagné, puisque Sam Altman a été réintégré au board et qu'aujourd'hui, on sait tout ce que OpenAI est en train de préparer avec les nouvelles versions de ChatGPT, qui est son outil d'intelligence artificielle générative, qui sert justement à prompter, qui sert à faire du texte. C'est encore quelque chose de différent. Il y a beaucoup d'outils aussi différents. Je pense qu'on y reviendra. Tu citais aussi DALL-E, qui est vraiment de l'intelligence artificielle générative pour faire de l'image. Tu as aussi un produit qu'ils sont en train de développer qui s'appelle Sora, qui fait beaucoup parler dans les industries créatives, puisque Sora, cette fois-ci, c'est du text to video, donc c'est encore quelque chose de différent. C'est-à-dire qu'avec un prompt, à partir de ce que j'ai envie de faire en matière de réalisation, par exemple, je suis réalisateur et j'ai envie de dire, tiens, mon héroïne est dans un champ de fleurs à un moment donné et j'ai envie que son vêtement, sa robe devienne ce champ de fleurs, et ben je peux le programmer, je peux le prompter dans Sora. Donc ça pose énormément de questions, évidemment, en matière d'éthique, tu t'en doutes, en matière de régulation. Et Sam Altman a été un des premiers, justement, patrons de ces boîtes d'intelligence artificielle à aller voir les législateurs, les régulateurs pour dire « régulez-moi, monsieur l'agent », mais là aussi, ça pose d'autres problèmes. Ça pose aussi énormément de questions en matière de droit, évidemment, et puis évidemment en matière de travail, sinon c'est pas drôle. Écoute, ma transition elle est toute trouvée et pourtant Dieu sait que t'es pas au courant de ce que je vais te demander. Pas du tout. Bravo, on est connectés. Alors on l'a compris, il y a énormément de possibilités, il y a énormément de solutions liées à l'IA, on va y venir, mais justement moi je veux arriver au monde du travail, c'est sur ça que je vais te faire réagir. On a 97% des chefs d'entreprise qui pensent que
ChatGPT aura un impact positif sur leurs activités selon une étude Forbes. C'est quoi les impacts positifs qui sont possibles justement pour toi? Alors, je suis ravie que tu démarres par les impacts positifs parce que c'est vrai qu'on a tendance aujourd'hui à avoir une position un peu dogmatique par rapport aux IA. T'inquiète pas, on va y venir. Dans le monde de l'intelligence artificielle, il y a beaucoup en réalité de discipline et d'entraînement de modèles de langage. Là, on est crispé sur les questions d'IA générative parce que ça a été un changement et un bouleversement massif. C'est-à-dire que même si moi ces questions d'intelligence artificielle, je les couvre depuis de nombreuses années et je les ai vues monter au fur et à mesure en fonction aussi des développements et des modèles de langage, aujourd'hui l'IA générative te donne l'impression que finalement l'IA se massifie et l'automatisation arrive de façon beaucoup plus directe dans les entreprises. Ce qui est vrai. C'est intéressant de le voir sous le prisme du positif. Maintenant, on reste quand même dans un monde où tu as, en gros, d'un côté, les partisans de l'effet Black Mirror, l'IA va tous nous tuer. Les partisans plutôt techno-optimistes à tout crin qui te disent l'IA va nous sauver. Et au milieu, on oublie d'écouter ou de regarder parfois la voie du pragmatisme. Et c'est bien parfois d'avoir un petit peu de pragmatisme, de se dire, OK, aujourd'hui, on en est où réellement en matière d'avancement de ces intelligences artificielles génératives ou pas par ailleurs. Les impacts positifs, ça va être finalement de pouvoir nous détacher de tâches ou de rôles ou de positions dans une entreprise qui peuvent être automatisées et automatisables. Finalement, c'est, si j'écoute notamment ces entreprises-là, encore une fois, elles sont pas dénuées de sens business puisqu'elles veulent vendre des produits quand même à ces entreprises et à ces CEO et à leur CTO aussi, c'est de se dire, OK, on va pouvoir automatiser un grand nombre de tâches quotidiennes dans le monde du travail, quel que soit le secteur, quelle que soit l'industrie, tout le monde est impacté. Mais ça va nous permettre de pouvoir libérer justement ce qui fait la richesse des talents avec lesquels on travaille tous les jours, la richesse humaine. Comment est-ce que du coup, ce que l'intelligence artificielle ne peut pas encore prendre en charge, l'humain va pouvoir le décupler. Ça, c'est intéressant. Maintenant, il faut quand même faire attention parce que il y a quelques semaines, il y a un exemple extrêmement parlant qui s'est produit. La société Téléperformance, qui est un des champions, des leaders de l'expérience client externalisée, a vécu une journée noire en bourse. Ils ont perdu 25% en bourse en une seule journée parce qu'une fintech suédoise qui s'appelle Klarna publiait le même jour un communiqué de presse en disant, écoutez, voilà, nous on a entraîné notre intelligence artificielle générative qu'on avait développée avec OpenAI pendant 1 mois et en fait, on s'est rendu compte qu'une intelligence artificielle pouvait faire le job de 700 collaborateurs et collaboratrices en 1 mois. Et Téléperformance a perdu 25% en bourse parce que c'est une des premières fois où on a pu mesurer, en tout cas avec les informations de Klarna. Donc après, il faut peut-être aussi avoir d'autres infos pour pouvoir vraiment faire du fine-tuning sur le chiffre de 700 ou pas. Mais c'est la première fois où on pouvait se dire que oui, de façon concrète, malgré toutes les études de McKinsey, de Forbes, toutes les études qu'on peut voir par ailleurs, l'IA générative va pouvoir automatiser des tâches de façon très pragmatique et va pouvoir remplacer le travail de ces 700 employés. Après, qu'est-ce que ça veut dire réellement? Comment est-ce que on peut tirer le meilleur parti d'une collaboration entre IA générative et talent humain? Ça, c'est encore une véritable question qu'il faut aujourd'hui se poser. Et j'ai tendance à dire que aujourd'hui, le monde du travail, il va se découper, j'emprunte la phrase à Gilles Babinet, qui est membre du Conseil national du numérique et qui a été notre Digital Champion for Europe pendant très longtemps auprès de la Commission européenne, qui est de dire, finalement, ce monde du travail, ce monde de l'emploi, ce monde des talents, il va se découper là, par contre, je vais être assez manichéenne, en 2 parties. Ceux qui sauront maîtriser l'intelligence artificielle, encore une fois, générative ou pas, et ceux qui ne sauront pas. Ouais, mais c'est extrêmement intéressant parce que tu as commencé par pointer justement le fait que souvent on tape beaucoup sur les IA et c'est vrai, mais justement moi je vais te faire réagir à mon point de vue perso et j'ai hâte de savoir ce que tu vas en penser. C'est qu'en fait, il y a la partie patron qui est effectivement 97% selon le sondage Forbes, c'est énorme, qui disent que pour eux les IA c'est extrêmement porteur, mais à côté de ça, j'ai des chiffres qui sont beaucoup plus alarmants entre guillemets sur les employés qui par contre
sont extrêmement inquiets de leur métier. Donc finalement, je vais te les donner les chiffres, mais avant, je te poserai une question simple. C'est, est-ce que tu penses pas que on n'a pas le prisme du patron qui, du coup, se dit, c'est super quelque part parce que ça va être énormément d'économies et voilà, moins d'employés avec la charge patronale qu'on connaît, etc. Fois 1,5 sur les salaires et autres, voilà. Et du coup, cette dualité-là avec les employés qui se disent, bah en fait, pour moi, c'est dangereux. Ça s'explique peut-être comme ça finalement. C'est pas le même intérêt des deux côtés, hein. Alors, je pense que tu définis quelque chose qui est absolument fondamental aujourd'hui, qui s'appelle le libéralisme technologique. À partir du moment où on utilise des outils d'intelligence artificielle, mais pas que, ça peut être des outils tech, ça peut être d'autres types de technologies, qu'on les intègre justement au monde de l'entreprise, on va avoir finalement une utilisation de la technologie pour son potentiel en matière de bénéfices, de bénéfices économiques, hein, pour le coup, c'est du libéralisme technologique encore une fois. Il faut absolument écouter les craintes, ce que ça génère auprès des collaborateurs et des collaboratrices, parce que bien évidemment, ils se posent des questions et c'est tout à fait normal. Si encore une fois, un prompt peut réaliser une tâche mieux qu'eux, ou en tout cas accélérer le processus et l'automatisation, ouais, ils ont des questions à se poser. Mais encore une fois, je repasse par le prisme de ceux qui sauront utiliser les IA et ceux qui ne sauront pas. Ouais. Ça veut dire qu'il faut mettre le paquet sur la formation. C'est fondamental. Le paquet sur la formation, pourquoi ? Parce que tu vois, moi, quelque chose qui m'a beaucoup intriguée, voire même formarie, l'année dernière, quand tous les débats sur la réforme des retraites sont arrivés, oui, on s'est mobilisé, mais on s'est surtout crispé sur l'âge du capitaine, le départ à l'âge pivot de 64 ans. Ok, c'est une chose, mais qu'est-ce que ça nous dit des 43 annuités qu'il va falloir fournir aujourd'hui dans un monde du travail qui est bouleversé par l'IA, par l'automatisation, par toutes ces technologies-là ? Comment est-ce que finalement, on se prépare tous, selon les études, à changer 6 à 8 fois de carrière dans nos vies, de métier même dans nos carrières plutôt. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous ? Comment est-ce qu'on se forme à ces outils ? Comment est-ce qu'on les utilise dans sa pratique quotidienne ? Comment est-ce que finalement on se dit, ok, ça je peux déléguer. Finalement, alors ça va être une expression qui fait un clin d'œil à Microsoft parce que leur assistant d'IA qui est déployé en ce moment même sur les PC s'appelle Copilot, mais comment ça peut devenir le copilote en fait de ce que je fais aujourd'hui ? Comment je automatise moi-même, de mon plein gré, hop, je vais faire une partie de mes tâches, une partie de mon métier quotidien qui est pas forcément si intéressante que ça, je le délègue à l'IA, mais moi, ça me permet de gagner du temps pour pouvoir le recentrer sur d'autres choses. C'est fondamental aujourd'hui, non serait-ce que pour la Gen Z qui arrive aujourd'hui sur le marché du travail, pour celles et ceux qui voudraient se former à d'autres métiers, il va falloir le faire de toutes les façons. C'est extrêmement important pour les professions et les métiers dans lesquels on attend des talents, on les cherche, on essaie de les trouver toute la journée, notamment dans les métiers tech, mais pas que. On a besoin de public en reconversion qui va pouvoir incorporer justement toute cette formation en l'IA. Donc c'est fondamental. Encore une fois, moi j'ai envie d'axer sur la question de l'éducation, de la formation. Comprendre comment ces outils sont fabriqués, comment ils sont entraînés, sur quel jeu de données ils le sont aussi, avec quelle potentialité ils peuvent justement aujourd'hui nous permettre d'aller plus vite ou pas, comment aussi et vraiment regarder leurs limites, parce qu'aujourd'hui, ChatGPT, quand il est entraîné sur un certain set de data, un certain jeu de données, il n'est pas forcément sur d'autres. Donc, il va pouvoir aiguiller dans un sens, mais pas forcément dans l'autre. Donc, il faut prendre en compte tous ces paramètres-là, encore une fois, pour revenir à quelque chose d'hyper simple, le pragmatisme, le factuel. Concrètement, moi, aujourd'hui, j'en suis où avec ces technologies ? Comment est-ce que je vais pouvoir m'y former ? Comment est-ce que je vais pouvoir les comprendre pour finalement ne pas me laisser avoir par elles ? Mais je bois tes paroles parce qu'en fait, tu déroules mon script et j'adore, on est connectés. Je suis ChatGPT. C'est dingue. Je comptais te faire réagir sur la formation, sur l'éducation. Tu as parlé de marque employeur, pas en ces termes, mais c'est l'idée. Tu parles d'attraction des talents, tu parles de rétention des talents. C'est de la marque employeur. Eh ben, écoute, je pense que dans l'ordre, je vais drop the mic, ok. Ouais, non, mais bravo, c'est incroyable. Je vais te faire réagir justement sur la formation parce que ça me paraît une bonne transition et important. Alors, une étude Opinionway, qui a montré que 32% des salariés aimeraient utiliser les IA et 76% des salariés voudraient être formés à sa bonne utilisation. Est-ce que pour toi, les entreprises, elles sont au niveau de cette demande déjà d'une part, et d'autre part, tu as parlé de moyens tout à l'heure, ça m'intéresse si tu as justement des choses à proposer. C'est quoi les moyens à mettre à disposition d'une équipe pour se familiariser justement avec les IA ?
Excellente question. Alors aujourd'hui, le fait que des cabinets de conseil publient, alors Opinionway n'est pas un cabinet de conseil pour le coup, mais le fait que McKinsey par exemple ou d'autres cabinets de conseil publient énormément d'études sur l'IA, c'est parce que tout le monde a un ami consultant, voilà, moi aussi, mais c'est aussi le fait de se dire que ces cabinets de consultants-là ont besoin aussi de vendre des plans de transformation. Alors ils l'ont fait longtemps sur la transfo numérique au sens large du terme et la transition numérique. Aujourd'hui, ça va être sur la transfo par IA et automatisation. Donc, ça veut dire que derrière, il y a aussi un plan à vendre aux entrepreneurs, plutôt des corporates pour le coup, donc plutôt des boîtes du CAC 40, mais sur la façon dont ils vont pouvoir justement embarquer les collaborateurs et les collaboratrices dans ces formations, l'automatisation. Je dirais que le plus simple, en réalité, c'est d'aller directement dans un outil. Ça n'a pas forcément besoin d'être ChatGPT et OpenAI. Il y a plein d'outils qui sont désormais mis à disposition sur le marché. Il y a notamment l'outil de Mistral AI qui est d'origine au départ monté par 3 anciens ingénieurs de Google DeepMind et également du laboratoire FAIR de Meta, qui sont français, qui sont revenus en France pour monter leur propre boîte d'IA générative. Mistral, qui a eu 2 rounds de levée de fonds absolument épiques et qui aujourd'hui en réalité sont financés plus par des actionnaires américains qu'européens et français, mais on pourrait y revenir parce que c'est aussi ce qui est intéressant, ce qu'il faut comprendre quand on adopte une solution ou un produit, c'est aussi finalement tout ce qu'on embarque en matière de souveraineté derrière. Mais c'est encore un autre sujet, on en parlera tout à l'heure, j'imagine. Se former le plus par soi-même. Allez tester des outils de prompt, du prompt, du texte, de l'image, de la vidéo. Comprendre déjà comment l'outil fonctionne. Ouvrir Gemini chez Google. Voilà. Ouvrir la boîte de Pandore, j'allais dire, mais c'est presque ça. Ouvrir sur sa to-do list, se dire, OK, aujourd'hui, je vais tester un prompt, je vais voir comment il réagit, et ne pas le prendre pour argent comptant. C'est-à-dire qu'il faut challenger aussi les prompts entre eux. Mais voilà, il faut avoir cette curiosité, je dirais, et la curiosité est un très beau défaut. Je l'applique à moi-même tous les jours. Vive la curiosité, avoir la curiosité de ces outils, parce que en réalité, l'intelligence artificielle, on l'incorpore déjà sans le savoir à une multiplicité de nos activités tous les jours, ne serait-ce que dans nos smartphones. Donc, comment est-ce que on devient finalement plus malin que son propre chat et son propre prompt? Voilà, les tester, avoir cette curiosité. Et pour les DRH qui voudraient justement entamer des plans de formation, il y a énormément de boîtes de cabinets de consultants qui aujourd'hui proposent ce type de formation pour embarquer encore une fois les collaboratrices et les collaborateurs dans le test de ces outils, et c'est fondamental de le faire. Mais c'est vraiment incroyable, tu me sors tous les mots-clés sur lesquels je comptais te faire réagir. Mais j'adore, tu me sers mes transitions sur un plateau. On va réagir sur les RH, Marjo. Allons-y. Je vais te partager en plus une analyse de Benoît Serre qui je trouve est super pertinente. J'ai hâte d'avoir ton point de vue dessus. Alors, il est partenaire au Boston Consulting Group et il a dit: l'IA va changer le rôle des responsables RH. Elle va leur faire gagner du temps, leur permettant de revaloriser la dimension humaine de leur travail, notamment dans les entretiens de recrutement. Cette dimension humaine est importante alors même que nous voyons des aspirations de liberté d'organisation dans le travail. Il faut réorganiser les tâches et donner une raison aux salariés de venir au bureau. Mais attention, dans le conseil en particulier, l'IA peut faire gagner en productivité, mais perdre en valeur en réalisant certaines tâches à la place de salariés juniors. Par exemple, un benchmark, elle empêche le jeune de réaliser des tâches formatrices. Alors, ça, c'est ce qu'il a dit. Maintenant, ma question, c'est le danger de l'IA. Est-ce que ça serait pas de tomber dans une sorte d'assistanat et de plus savoir créer et produire finalement? Alors, c'est extrêmement intéressant et je vois que je voyais le début de la phrase de Benoît Serre qui partait sur quelque chose d'extrêmement positif et puis finalement, il resserre avec des risques. Ouais. C'est nuancé en même temps. Donc, c'est pour ça que j'ai trouvé ça vachement smart. Ça m'intéresse d'avoir ton point de vue. Tu as absolument raison. Alors, il y a 2 choses à différencier d'abord en matière de RH et d'intelligence artificielle. Il y a les outils d'intelligence artificielle qui vont servir au processus de recrutement. Et puis, il y a les outils d'IA qui vont être incorporés, encore une fois, dans ta to-do list, dans ta routine quotidienne au travail. Je dirais que sur les outils d'IA utilisés dans le processus de recrutement, c'est à la fois intéressant, mais là, je mets des gros risques éthiques, en l'occurrence, parce que ces intelligences artificielles, elles ont des biais. Ces biais, ils sont pas innés. C'est pas l'IA ou l'algorithme qui va être biaisé
parce que la technologie, c'est la façon dont le développeur ou la développeuse va le programmer au départ. C'est-à-dire que un algorithme, c'est quelque chose de simple. Un algorithme, il répond à une question pour laquelle tu l'as programmé. Donc, si dans ton algorithme de recrutement, tout le monde a des biais. Le biais, c'est humain. Donc, moi, la première, j'ai aussi des biais. Quand ton algo de recrutement a été programmé avec des biais de genre, avec des biais sociétaux, avec des biais raciaux, on va le dire très clairement, avec des biais d'âge aussi, ça veut dire que ton processus de recrutement, il va être biaisé. Voilà. Jusque-là, c'est assez logique. Donc, comment au maximum adopter des outils de recrutement à partir d'intelligence artificielle fiables qui permettent d'aller vraiment tester, découvrir au maximum l'étendue des possibilités que j'ai pour recruter des collaborateurs, des collaboratrices qui vont vraiment pouvoir répondre à la fiche de poste de départ. Ça, c'est une première chose. Tu as énormément de plateformes de recrutement qui utilisent et testent ces outils depuis longtemps. Monster, pour pas les nommer, par exemple. Sur LinkedIn, il y a eu plusieurs fois aussi des mini-scandales parce que certains potentiels talents qui répondaient à des offres se rendaient compte que les offres avaient été rédigées plutôt en fonction de critères masculins au lieu de critères féminins. Parce que l'IA pensait... Par ChatGPT ? Alors, par des prompts, c'est pas forcément ChatGPT lui-même, mais par des systèmes de prompts où le prompt, en fait, en allant puiser de la data sur les sets de data sur lesquels il était entraîné, on concluait que l'emploi était peut-être plus calibré pour un homme que pour une femme. Donc, l'IA, il faut toujours relire, en fait. Je dirais que là, pour le coup, les DRH ou les équipes, justement, de RH, il faut aussi faire travailler leur fine-tuning à eux, humains. Il y aura jamais mieux que la rencontre avec un talent, que le fait de lui parler, que le fait de la découvrir, que le fait de comprendre quelles sont aussi ses aspirations. Donc, de ce point de vue-là, on peut avoir un premier process qui démarre avec de l'IA pour aller plus vite sur le pré-recrutement, le pré-listing de candidats, mais ensuite, il faut vraiment rencontrer celles et ceux dont on a envie qu'ils rejoignent l'entreprise ou pas. Sur la partie que Benoît Serre souligne, les outils d'IA que j'incorpore à ma routine de travail, là aussi, attention, je reviens aux mêmes fondamentaux. Une IA, c'est quoi ? C'est un algorithme qui est entraîné sur des jeux de données. Quels sont les jeux de données sur lesquels je suis entraînée ? C'est très simple. Dis-moi quels sont les jeux de données sur lesquels t'entraînes ton IA, je te dirai si t'es fidèle à tes valeurs de départ ou pas. Donc vraiment, toujours revenir à quelque chose de très simple, et c'est même vrai pour les CEO ou les CTO et les CDO aussi qui pourraient nous écouter. Quand on a beaucoup parlé de plans de transformation numérique, par exemple, et d'uploader, je vais faire du franglais, je vais être Jean-Claude Van Damme pendant une seconde, ça va être terrible. Affida Turner sort de ses corps. Voilà, j'espère pas encore, sinon je te chante Barbichette, voilà. Je vois que t'as la ref LOL, dernière saison sur Amazon Prime, très très drôle. Je te tiens. C'est un tube, comme disait Alison Wheeler. C'est terrible, ça rentre, voilà. Elle hante mes jours et mes nuits. Complètement, je vais pas sortir du milieu de la table non plus dans un écran de fumée. Écoute, tout est possible dans ce podcast, on sait pas comment ça peut se terminer. Absolument. Mais ça peut se terminer avec des IA, tu vois, comme quoi. Peut-être qu'Affida Turner est une IA, on ne le sait pas. Écoute, vu la personnalité, c'est peut-être l'explication. On a enfin l'explication. Ce qui est important, c'est toujours de se redire que quand on a justement beaucoup parlé de transformation numérique et d'uploader les datas des entreprises dans un cloud pour faire une migration, ça ne change rien sur la partie des outils d'intelligence artificielle générative qu'on va pouvoir adapter et adopter. Il y a toujours une partie data, il y a toujours une partie hébergement, il y a toujours une partie cloud. Aujourd'hui, c'est comment est-ce que je vais encore mieux comprendre comment je sélectionne ma donnée, comment je l'affine, comment est-ce que j'en tire le meilleur parti pour la migrer en cloud. Et dans ce cloud, il va y avoir de l'IA qui va me permettre d'aller plus vite. C'est fondamental de revenir là-dessus. Et ça veut pas dire que d'un coup, d'un seul, encore une fois, tous les CTO qui nous expliquent doivent paniquer, se dire, mon Dieu, si j'adopte une solution Mistral AI ou OpenAI ou Gemini ou whatever, il va falloir que je change tout mon process. Non, c'est pas du tout le cas. Il faut voir avec votre hébergeur cloud comment, du coup, ces solutions-là vont pouvoir matcher, vont pouvoir migrer. Mais il est certain que,
encore une fois, il va falloir se former à ces routines-là. J'ai pas de meilleure formule que de redire formation, éducation. Oui, non, mais à fond. Mais la peur de Benoît Serre, c'est vraiment ce côté assistana et finalement que les gens ne savent plus apprendre. Tout à l'heure, tu parlais de curiosité. En fait, finalement, est-ce que ça serait pas la clé, c'est de garder, quand on est employé, quand on est personne, même tout court, cette curiosité et se dire que les IA, c'est au service de l'optimisation du temps, d'une meilleure productivité, mais de pas se reposer aussi soi-même à 300% Absolument. Dessus, parce qu'après, c'est la porte ouverte sur tu poses ton cerveau sur une table et tu sais plus rien faire tout seul. Et admettons qu'à un moment donné, parce que, et ça m'intéressera aussi d'avoir ton point de vue sur ça, ça crache pour une raison qu'on ignore, tu te retrouves là, tu sais plus rien faire, tu sais plus bosser, quoi. Totalement. Et je pense que c'est, comme on parlait de la formation aux outils d'intelligence artificielle, c'est extrêmement important pour comprendre aussi si ces outils d'IA, finalement, ont donné la bonne solution ou pas, d'avoir déjà fait de l'exercice soi-même. Bah oui. Donc, en plus, oui. Le benchmark continue à savoir le faire par soi-même, parce qu'il peut, vous allez forcément, quand vous faites un benchmark, moi, par exemple, je fais des benchmarks tous les jours pour mes émissions. Je vais aller benchmarker des invités potentiels. Je vais aller benchmarker des actus et me dire, OK, ça, c'est le bon exemple. Ce chiffre, je vais le garder. Donc, ce benchmark d'actu, ce benchmark d'information-là, je le fais toute seule. Après, je peux challenger une IA pour lui dire, OK, dans ces actus-là, sélectionne-moi les plus pertinentes ou, selon toi, quelles sont celles qu'il faut absolument garder. Mais j'aurai déjà, moi, ma base d'infos. Et de ce point de vue-là, j'ai l'impression d'être un boomer absolu. Mais t'as un esprit critique déjà sur ce qu'elle te propose. Et c'est pas une vérité universelle pour toi. C'est peut-être là que ça devient dangereux. L'esprit critique, bien sûr, c'est le libre arbitre. Ouais. Absolument. Aujourd'hui, la confusion, en fait, de ces outils d'IA génératifs se fait sur l'info, mais sur l'info pure. L'esprit critique, c'est fondamentalement ce qui différencie un être humain d'une IA. Voilà, on va finir là-dessus. Non, je rigole. Okay, non, mais parce que j'adore vraiment la conclusion parce qu'effectivement, on tape énormément sur les IA et justement, là, on va venir petit à petit sur tout ça. Mais moi, je trouve que cette notion d'équilibre est très importante. Absolument. Et justement, c'est ce qui nous différencie et je pense que ça résumera vraiment l'entièreté du podcast de l'IA, c'est de garder ce libre arbitre et d'arriver à avoir cette espèce de contrôle. On dit qu'en management, la confiance n'exclut pas le contrôle. Pour moi, je sais pas si tu me rejoins, mais c'est la même chose avec les IA finalement. Absolument. C'est qu'on se dit, bon, si on leur demande quelque chose, c'est qu'on se dit qu'ils sont quand même légitimes et pertinents pour le faire. Mais en même temps, il faut qu'on soit en capacité de vérifier si c'est logique, quoi. J'ai envie de dire que pour résumer, on pourrait même se dire que j'avais une formule géniale qui était arrivée jusqu'à mes neurones. L'IA apprend, l'être humain comprend. Et ça, c'est fondamental. C'est beau. Ouais. L'IA va apprendre, encore une fois, des données, des questions que tu lui poses, de la façon dont tu l'entraînes. Toi, en tant qu'être humain, tu vas comprendre plus vite qu'elle. Ouais, hyper fort. Alors, on va arriver au négatif, forcément. Bah oui. Ça va reprendre ce qu'on s'est dit, mais je vais quand même te donner des chiffres et ça m'intéressera d'avoir ta réaction si c'est des chiffres qui te paraissent cohérents, exagérés. C'est une enquête IFOP qui dit que 68% des salariés ont peur de l'IA et 56% y voient un danger. On a 4 salariés sur 10 qui estiment qu'une IA pourra à terme effectuer l'essentiel de leur travail, donc c'est quasiment la moitié des salariés. Et on a 27% qui estiment même que ce transfert sera acté dans les 10 prochaines années. Alors, à ton avis, est-ce que la peur, elle est justifiée ? La peur est justifiée parce qu'encore une fois, ces outils d'intelligence artificielle vont prendre en charge une certaine partie de l'automatisation, encore une fois, de la to-do list, de la tâche vraiment de ces collaborateurs et collaboratrices. Je reviens toujours au même point. Pour ne pas en avoir peur, encore faut-il s'y former. Comprendre comment ces technologies sont fabriquées, essayer au maximum de les utiliser pour se les approprier. On a toujours peur de quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Moi, il y a 1000 choses dans ma vie que je maîtrise pas et dont j'ai peur. C'est la même chose avec ces outils-là. Mais ce seraient des outils d'IA, ça peut être d'autres outils technologiques par ailleurs. Comprendre comment cette technologie est fabriquée, comprendre aujourd'hui dans quel monde elle nous embarque. On parlait tout à l'heure des entreprises d'intelligence artificielle générative et de la façon dont le monde est en train de se découper avec elles. C'est fondamental aussi de comprendre ces enjeux éthiques,
géopolitiques, ces enjeux de souveraineté, de soft power qui se cachent derrière. On parlait d'OpenAI évidemment parce que le produit phare et tout finalement l'arrivée massive de ces IA génératives a été poussée par ChatGPT sur le marché. Mais il y en a énormément. On parlait aussi de Google Gemini, on parlait aussi de Mistral AI. Il y a d'autres pépites européennes en matière d'intelligence artificielle générative. Ce qui est important de comprendre, et c'est aussi une partie des régulations et des rapports qui sont en ce moment actés, c'est que aujourd'hui on a des régulateurs, on a des législateurs, notamment avec l'Europe et la Commission européenne. Ça a pris du temps parce que le premier draft de l'AI Act, qui est vraiment cette pièce de régulation sur les intelligences artificielles, avec une classification par risque, ce qui est extrêmement intéressant, c'est-à-dire que une classification par risque va nous permettre d'être agile par rapport aux futurs développements d'IA qui arriveront sur le marché, est intéressante parce que le premier draft a été posé en 2020 par la Commission européenne. La version finale du texte a été votée par le Parlement européen il y a quelques jours seulement. L'AI Act sera vraiment acté par la ratification par les États membres au mois de mai, juin, maximum avant les élections européennes du 9 juin. L'entrée en application du texte, par contre, il faudra attendre 2026, le temps de le transposer. Donc, ça veut dire que entre 2020 et 2026, le premier draft de la Commission européenne, le moment où ChatGPT fait cette irruption totale dans le monde des IA, dans le monde du secteur, de l'industrie, du travail, et l'entrée en application du texte, il se sera quand même passé une génération entière de disruption, même si c'est pas un très joli mot et qu'il est passé de mode, technologique. Donc, c'est extrêmement important de pouvoir comprendre ces enjeux. Il faut pas que le monde se découpe entre des visions aussi manichéennes de l'intelligence artificielle. C'est ça le danger, c'est la division aussi. Absolument. Aujourd'hui, alors, il y a aussi des intérêts d'entreprise derrière, mais... Est-ce qu'il n'y en aurait pas toujours? Oui, mais j'aime bien revenir à une vision... Alors, je ne fais que donner la vision de Yann LeCun, qui est le patron du laboratoire d'intelligence artificielle de Meta, qui s'appelle FAIR, qui est un prix Turing français, messieurs, dames, co-prix Turing avec Jeff Hinton et Joshua Bengio, qui sont tous des experts des intelligences artificielles, encore une fois, au pluriel et dans toute leur complémentarité, et qui, il y a quelques mois, avait une passe d'armes absolue avec ses co-prix Turing sur X, anciennement Twitter, en leur disant « mais c'est vous qui fourbissez les armes à Sam Altman pour demander aux régulateurs du monde entier d'avoir accès à cette régulation. Vous savez très bien que Sam Altman est en train finalement d'organiser une oligarchie des intelligences artificielles par rapport à d'autres entreprises, on n'est pas dénué de moteurs économiques et d'idées business, qui, elles, prônent plutôt pour un monde de l'open source sur l'IA. C'est intéressant, mais il faudrait pas, encore une fois, que ces questions d'intelligence artificielle, fussent-elles génératives, je le redis, reviennent à un débat aussi manichéen. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Où est la rationalité dans tout ça? Comment est-ce que moi, dans ma pratique professionnelle, je peux justement adopter ces IA et savoir faire par moi-même, mais savoir les moments où je peux accélérer et automatiser sur des tâches qui finalement vont peut-être me faire gagner du temps pour faire autre chose. Arriver à rester lucide, c'est très important. La lucidité, oui, c'est assez important dans ce monde. C'est la base. Alors, on va rester dans le domaine de la peur, parce que tu le sais, c'est quand même l'élément, l'émotion prédominante par rapport aux IA, on va dire, pour le kidam passant. Selon un sondage mené par WPP, plus de 80% des Français s'inquiètent des dérives de l'intelligence artificielle. C'est quoi les dérives qui font peur la plupart du temps, et c'est quoi les dérives auxquelles on peut s'attendre? Alors, on le disait tout à l'heure, t'as vraiment cette vision de l'IA va tous nous remplacer. Alors, pour employer une terminologie qui malheureusement a d'autres significations aujourd'hui, c'est cette peur du grand remplacement par la tech et par l'IA. Encore une fois, il faut raison garder. On confond aussi beaucoup aujourd'hui des disciplines d'intelligence artificielle et d'entraînement de modèles de langage qui n'ont pas la même temporalité, qui n'ont pas la même finalité. On confond beaucoup aujourd'hui IA générative avec IA générale. Ce qu'on appelle l'IA générale, c'est un rêve de chercheurs aujourd'hui, c'est aussi le rêve de Meta par ailleurs, et d'autres entreprises, c'est de construire des réseaux neuronaux qui répliquent réellement le fonctionnement du cerveau humain par une intelligence artificielle, par un modèle de langage, pour avoir des intelligences artificielles générales qui, à terme, vont avoir
le comportement d'un cerveau humain, donc d'un niveau d'intelligence humaine. On est encore à l'étape de recherche sur le cerveau. On n'a pas encore réussi à craquer l'algorithme de nos cerveaux humains. Est-ce qu'on y arrivera un jour ? C'est une excellente question et tu vois que même dans le monde tech, là aussi, le monde se découpe en ceux qui préfèrent augmenter le cerveau des êtres humains versus ceux qui veulent augmenter la capacité des machines. Pour pas les nommer, Elon Musk, on en parlait tout à l'heure, à l'origine d'OpenAI avec Sam Altman, qui est parti d'OpenAI en claquant la porte, qui fait un procès aujourd'hui à Sam Altman en lui disant OpenAI devrait s'appeler Close AI, ce sur quoi le jeu de mots est assez valable. Les intentions d'Elon Musk sont parfois peut-être un peu discutables, mais ce qu'il pose sur la table, c'est en tout cas ce débat-là. Après, ça a toujours été une figure des milliardaires tech qui a plutôt appuyé sur, là aussi, l'hormone de la peur pour nous dire les machines vont nous remplacer, attention aux robots tueurs, donc on est habitué à ce type de sortie-là. Hein. Oui, donc encore une fois, il faut raison garder. Les IA vont pas nous tuer. Skynet, c'est pas pour dans 2 heures. Les IA vont pas nous sauver non plus. Le technoptimisme à tout crin, je pense, est moins acceptable aujourd'hui, notamment parce qu'on s'est rendu compte. On a tous été finalement des apprenants de ces techs qu'on a reçus directement dans nos mains, dans nos smartphones, et pas que. On s'est rendu compte au fur et à mesure, je dirais sur les 10 dernières années, qu'on était à la fois des utilisateurs et des utilisatrices de la technologie, mais aussi des citoyens et des citoyennes du numérique. Ce qui nous en a fait prendre conscience, ce sont les régulations, les législations, les débats éthiques qu'on a pu avoir sur l'utilisation de ces technologies, qui au départ étaient un peu rébarbatifs, et finalement nous ont éclairé sur de la pédagogie et sur le fait, encore une fois, que nos datas sont monétisables. À partir du moment où tes informations personnelles sont monétisables, et qui est un modèle de monétisation vraiment très web de ce qu'on connaît aujourd'hui, en fait, avec l'hégémonie des plateformes, ça veut dire que il y a un petit problème. À partir du moment où l'argent, la monétisation entre en ligne de compte, les plateformes ont perdu de vue leur intention de départ, qui était de relier le monde entre eux, notamment les plateformes sociales. Donc, ça va être Meta et tous les produits Meta. Ça va être Twitter qui a connu malheureusement bien des changements, notamment d'actionnaires et de propriétaires. Et aujourd'hui, X est ce qu'il est sous le haut patronage d'Elon Musk et ses 44 milliards de dollars qui sont en train de fondre à vue d'œil par ailleurs. Mais tout ça est à prendre en compte. Alors, ça fait beaucoup d'infos en une info et une réponse, mais c'est très important d'avoir tout ce jeu de domino, encore une fois, une vision globale, politique, sociétale, environnementale aussi, parce qu'on n'a pas encore abordé le coût environnemental des IA génératives, mais les massifs. Je t'en prie. Et c'est une véritable question, je pense, aujourd'hui, pour des salariés, en l'occurrence, et pour des jeunes talents qui arriveraient dans des entreprises en disant « Oui, super, moi je veux bien utiliser des outils d'IA générative, mais attention au coût environnemental, il est vrai. Aujourd'hui, le coût d'entraînement de ChatGPT, par exemple, est tellement massif qu'on le mesure en volume d'eau qui vont entrer dans une véritable guerre sur l'accès aux ressources rares, parce que l'eau va devenir une ressource rare. Évidemment, ces entreprises d'IA ne sont pas tout à fait déconnectées de la réalité, donc elles sont en train de tester des solutions pour utiliser moins de ressources naturelles, moins d'eau, notamment pour refroidir les data centers et les cloud providers sur lesquels elles doivent héberger leurs données et faire tourner leur modèle de langage. Mais il y a un coût qui est vraiment pris en compte, aujourd'hui un coût environnemental. Donc c'est important d'avoir toutes ces données justement en tête pour se dire, OK, aujourd'hui, quand j'utilise un outil d'IA, voilà tous les champs auxquels il me renvoie, voilà toutes les questions auxquelles il me confronte. Alors, tu as parlé tout à l'heure de l'évolution et du fait que c'est beaucoup d'entreprises qui ont la main mise dessus et qui, du coup, perdent de vue leurs intentions de départ. Est-ce qu'on peut dire que l'éthique de l'IA s'est perdue avec l'évolution ? L'éthique de l'IA pourrait se perdre avec ces évolutions. C'est vaste et traître comme question. Oui, mais l'éthique de l'IA pourrait se perdre avec ces évolutions. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que en matière de régulation, c'est finalement une question qu'on est en train d'anticiper. C'est-à-dire qu'on parlait tout à l'heure de l'AI Act, qui est la pièce de régulation européenne qui va faire autorité en la matière. C'est intéressant de poser des questions éthiques avant même une adoption massive de ces technologies. Parce qu'au moins, il y aura eu cette mise en garde, il y aura eu ces garde-fous, il y aura eu cette classification par risque qui nous dit que
on ne peut pas tout faire avec des intelligences artificielles. On n'a pas le droit de toucher à certains sujets, notamment. Lesquels ? Notamment en matière de désinformation et en matière d'information tout court. Il y a des risques majeurs. Tu citais des chiffres extrêmement intéressants. Il y a aussi une étude récente de Soprasteria qui dit que 93% ou 92%, je pense me tromper d'un pourcent, des Français ont peur de l'intersection entre intelligence artificielle et réseaux sociaux au moment où les élections européennes arrivent. C'est extrêmement intéressant. C'est extrêmement intéressant parce que ça veut dire la prise de conscience est là. Ouais. Et à partir du moment où on a conscience d'un problème, où on a été informé de sa peur, on l'a comprise, on va peut-être pouvoir du coup la désamorcer, c'est une bonne chose. Ça veut dire que du coup on va avoir encore une fois, on est tout autant utilisateur et utilisatrice des technologies que citoyens, citoyennes du numérique. Donc on va avoir ces utilisateurs et utilisatrices qui vont être conscients de ce qu'ils font, de leur impact en tant que consommateurs d'infos sur les réseaux sociaux. Et il faut toujours revenir aux fondamentaux, ne pas confondre le réseau social et son fonctionnement des sources que je lis, que je regarde, que je visionne, que j'écoute sur ces plateformes sociales. Bien sûr, on revient toujours sur le libre arbitre, finalement. Alors, tout à l'heure, tu parlais d'éducation. J'ai envie justement de te faire réagir sur des chiffres liés à l'éducation, parce que l'IA est aussi un énorme sujet lié à la pédagogie et à l'éducation. D'après l'Institut de sondage Le Sphinx, 63% des enseignants pensent que l'IA permet aux étudiants d'obtenir de meilleures notes, et près de la moitié, donc 47% des étudiants utilisateurs de l'IA affirment qu'ils ont de meilleures notes grâce à son utilisation. Alors, l'IA au service de l'éducation, oui, non, comment ? Alors, ce que je trouve intéressant, c'est que je vois que l'opinion a beaucoup bougé entre novembre 2022 et aujourd'hui. Déjà, c'est intéressant. Ouais. C'est-à-dire que on a eu d'abord, et c'est normal, une population d'enseignants et d'enseignantes qui étaient plutôt défiants vis-à-vis de l'utilisation des IA génératives. Parce qu'ils se sentaient menacés, probablement. Parce qu'ils se sentaient menacés, parce qu'ils avaient l'impression aussi qu'il y avait un petit peu tromperie sur la marchandise, on va pas se mentir. C'est-à-dire que quand la moitié de ta classe utilise ChatGPT pour faire son devoir, oui, non, c'est pas très correct. D'autant plus qu'aujourd'hui, ces entreprises de solutions IA sont en train de mettre en place aussi l'antidote. C'est-à-dire qu'elles sont aussi en train de mettre au point des solutions d'IA qui vont pouvoir checker si certains écrits ont été faits, constitués à partir d'IA générative ou pas. Mais bon, ça, c'est encore autre chose. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a eu vraiment, tu vois, cette évolution entre novembre 2022 et aujourd'hui, où finalement, les enseignants et enseignantes semblent, selon ce chiffre-là, plus près à une utilisation, une incorporation de ces outils d'IA dans leur pratique pédagogique. Et ça, c'est intéressant parce qu'on revient encore une fois à la même question de départ. Pour ne pas avoir peur d'une technologie, il faut que je m'y forme, il faut que je la comprenne. Donc, comment est-ce qu'aujourd'hui, je vais pouvoir utiliser des outils d'IA générative, des prompts dans ma pratique pédagogique, sans pour autant bâcler, si j'ose dire, la partie d'apprentissage de mes élèves. C'est-à-dire que on prenait l'exemple tout à l'heure de notre jeune talent qui arrive et auquel on demande de faire un benchmark. Finalement, non plus, parce qu'on a un prompt pour faire ça. Non, c'est hyper important, c'est fondamental de comprendre comment je vais faire ce benchmark, donc de comprendre comment je vais résoudre cet exercice mathématique, de comprendre comment je vais pouvoir construire une dissertation, de comprendre comment je vais pouvoir affiner mes arguments, de comprendre comment je vais pouvoir aller chercher mes infos et les vérifier, par ailleurs, ça peut aider, pour être en mesure de se dire si l'outil d'IA générative que j'ai utilisé pour ma disserte, pour mon exercice de maths, whatever, m'a permis de trouver la bonne solution ou pas. Totalement, je bois tes paroles. Alors, je vais revenir sur la marque employeur, parce que c'est un grand sujet extrêmement intéressant à corréler avec les IA. Je vais faire du coup le relais des propos du directeur de Slack France, qui s'appelle Nicolas André, et qui a dit « Le gain de temps que permet l'IA générative est non négligeable dans le monde du travail. Lorsque l'on interroge les salariés s'ils passaient à la semaine de 4 jours grâce aux gains de productivité générés, ils sont 66% à vouloir le faire auprès de leurs proches. On parle souvent de gains de productivité pour se concentrer sur des tâches à forte valeur ajoutée, ce qui est tout à fait vrai. Nous devons aussi garder en tête que les jeunes générations, qui constituent le futur des entreprises, peuvent avoir d'autres attentes concernant l'organisation du travail. L'équilibre vie pro-perso doit être pris en compte dans l'équation, et l'IA est aussi un outil permettant aux salariés d'organiser leur temps de travail. Il a aussi dit le travail asynchrone, rendu possible
par les plateformes de productivité en est l'exemple. Qu'est-ce que tu penses de cette analyse du directeur de Slack France ? Déjà, qu'en l'occurrence, il se l'applique à lui-même, puisque Slack, c'est une plateforme justement de productivité et d'organisation justement du travail. Donc, c'est intéressant. Je pense que c'est extrêmement intéressant ce qu'il dit sur finalement le gain de temps obtenu par l'automatisation et par des agents, qui va du coup libérer plus de temps. Alors, pour l'humain, certes, c'est une façon un peu simple de le dire, mais surtout pour avoir plus de temps pour soi. C'est extrêmement intéressant, surtout à un moment où le monde du travail connaît plus d'un bouleversement, pas uniquement avec l'IA, mais aussi sorti des périodes de confinement, avec cette question du travail hybride, télétravail, travail en présentiel. C'est très intéressant qu'il parle d'équilibre vie pro, vie perso. C'est absolument fondamental parce que, et ça revient à la réflexion qu'on avait tout à l'heure ensemble, quand encore une fois, on a une réforme des retraites qui est seulement ciblée sur l'âge du capitaine et sur les 64 ans d'âge pivot, qu'est-ce qu'on fait de ces 43 annuités qu'on doit valider pour pouvoir partir en retraite? Il n'y a pas un parcours professionnel qui ressemble à un autre. L'équation des retraites, et ça va revenir à l'équilibre vie pro vie perso, elle est faussée dès le départ, puisque mon parcours professionnel, il n'est pas le tien, n'est pas celui de ceux qui nous écoutent, et tant mieux, et c'est logique, c'est du sur-mesure en réalité cette question des retraites. C'est du sur-mesure, la question équilibre pro, équilibre perso. Bien sûr. Moi, je suis journaliste indépendante, je suis entrepreneur, je travaille avec beaucoup de marques médias différentes en fonction des saisons et en fonction des sujets que je couvre, qui vont, comme tu l'as si bien résumé, des techs et du côté vraiment de l'aspect technologique pour ses impacts politiques, sociétaux, environnementaux, questions de régulation bien évidemment, mais que ce soit sur de l'IA, que ce soit sur d'autres types de technologies. Je suis aussi spécialiste de la politique américaine. Typiquement, là, moi, mon année de travail, elle va être extrêmement concentrée sur des stop and go entre le rythme de la vie politique américaine et l'élection de novembre prochain, les impacts IA et l'actualité tech que je continue à commenter, que je continue justement à travailler. Donc, on va voir. Donc, ce rythme-là, mon équilibre, pour reprendre un exemple complètement égocentrique, mon équilibre vie pro, vie perso, je l'adapte en fonction de ces rythmes d'actu. Donc, ça veut dire que mes semaines, elles font pas toutes les mêmes heures, en fait, de total de travail. Il y a des semaines où je vais être où je vais partir en reportage, où je vais être en train de présenter des émissions, où je vais être en train de présenter des conférences ou de répondre à des questions sur des panels, justement, face aux questions des intelligences artificielles génératives et leur aspect politique sur la désinformation. Bon, tout ça pour dire que les salariés, les collaborateurs et collaboratrices qui en ont la possibilité peuvent compter en semaine de 4 jours. Nous, c'est pas forcément notre cas parce qu'on est entrepreneurs et entrepreneurs de l'info. Mais comment est-ce que justement j'adapte, et après cette session thérapie, comment est-ce que j'adapte cet emploi du temps à l'ère et à l'heure des IA génératives? Si elles me font gagner du temps et si elles me permettent de dégager plus de temps pour ma vie perso, c'est du win-win finalement, j'ai envie de dire. Donc, qu'est-ce que ça pose aussi comme question fondamentale à des recruteurs, à des DRH et à des équipes RH pour pouvoir aussi jauger la souplesse et l'agilité qu'ils peuvent redonner à leurs collaboratrices et collaborateurs. Et quand on parlait de marque employeur tout à l'heure, aujourd'hui, c'est fondamental pour celles et ceux qui ont envie de rejoindre une entreprise, mais qui se posent ces questions-là. Comment est-ce que mon équilibre pro-perso va être respecté? Si finalement j'arrive à atteindre mes objectifs en 2 heures au lieu de 3 jours, est-ce que finalement est-ce que il faut que je reste au bureau jusqu'à 19 heures ou pas? Comment est-ce que ça pose aussi fondamentalement des questions dans l'organisation sociétale du travail, aux CEO, aux RH qui nous écoutent? Comment est-ce que je vais adapter aussi cette vie et cette conception de l'entreprise et du travail pour les années qui viennent? Encore une fois, c'est un véritable bouleversement qui va plus loin que les IA qu'il faut prendre en compte. Travail hybride, IA, équilibre pro-perso. Et comment est-ce que je vais chercher ces talents là où qu'ils et elles se trouvent, parce que des talents, il y en a fondamentalement partout. C'est systémique. Je me suis un peu perdue dans ma réponse, mais... Non, c'est très très clair. C'est systémique. Est-ce qu'on peut dire que l'IA bouleverse les cartes du monde du travail et vont obliger les employeurs à réinventer le CDI? Oui,
Concrètement, oui. Et tu sais, on a eu alors c'était pas des questions d'IA générative, c'était des questions, là aussi, très vieux mot, old school boomer en matière de tech, mais on a eu cette question sur l'ubérisation du travail il y a quelques années, qui finalement consistait à repenser l'entreprise, non pas comme une entité unilatérale, mais finalement peut-être une plateforme pourvoyeuse de tâches et de travail et de missions à accomplir, et où on aurait finalement un monde du travail qui serait redécoupé avec, encore une fois, ces plateformes entreprises qui offrent du travail, qui distribuent des tâches, et des talents entrepreneurs ou auto-entrepreneurs, ou entrepreneurs qui répondaient à ces besoins d'emploi. Finalement, on s'est aperçu que le futur, c'était peut-être pas celui-là, et que le salariat avait encore un avenir, c'est dingue. Mais ce que ces changements fondamentaux depuis les années 2020, avec de l'IA, avec du travail hybride, avec des confinements, avec tout ce dont on vient de parler, imposent aujourd'hui aux chefs d'entreprise, aux patrons et aux patronnes, c'est le fait de se dire, OK, peut-être que il faut que j'imagine que mon entreprise est un lieu de socialisation. Donc, c'est important de conserver un lien social et sociétal avec mes talents d'un point de vue présentiel et physique. Donc, peut-être obligé ou en tout cas avoir ce contrat moral avec son talent, de se dire j'ai besoin de toi en présentiel tant de jours par semaine parce que c'est fondamental et qu'on a besoin de se voir et qu'on est des êtres humains et on a besoin de se voir pour avoir des idées, pour brainstormer, pour aller plus loin. Et il y a toute une partie de ton job sur lequel t'es libre, t'es agile, tu vas savoir faire. Je t'ai recruté parce que t'as un talent, que j'ai besoin justement de ce talent-là pour accomplir cette mission-là. Donc il y a peut-être une partie où il va falloir apprendre à être beaucoup plus agile. Pour le dire court, l'époque des petits chefs, c'est terminé. Et où il faut faire confiance à ses talents. La confiance. Mais je pense que l'hybridité, oui, et que l'hybridité n'a jamais été aussi vraie. On va reprendre toutes les thématiques de notre discussion. Hybridité sur la présence physique ou distancielle, hybridité sur utilisation d'IA ou pas, l'utiliser à bon escient quand j'en ai besoin pour aller plus vite, mais savoir aussi le faire tout seul, hybridité sur qu'est-ce que cette question aujourd'hui de l'entreprise, des RH, me pose en matière de confiance aussi vis-à-vis de mes talents, et qu'est-ce que cette hybridité m'impose en matière de marque employeur. Comment est-ce que je vais chercher ces talents, encore une fois, je le redis, où qu'il et elle se trouve. Comment est-ce que j'ouvre aussi, moi, les chakras de mon entreprise à la façon dont je vais concevoir aussi ce monde du travail aujourd'hui. Alors, moi, je vais te faire réagir à un outil IA dont on n'a absolument pas parlé, mais que je trouve extrêmement puissant, autant qu'inquiétant, c'est Midjourney. Ouais, on en parle. Oui, non, mais Midjourney est très intéressant. Très intéressant, le phénomène Midjourney, donc le générateur d'images, grâce à l'IA. Alors, Midjourney, c'est plus de 40 millions d'utilisateurs par mois, donc c'est énormissime. Le concept, il est simple, générer des images par l'IA à partir d'une requête textuelle. Alors, on a le site La Fabrique du Net qui a écrit « Loin de rendre les graphistes obsolètes, l'intelligence artificielle pourrait en réalité être leur plus grand allié. En automatisant les tâches répétitives et chronophages, l'IA libère du temps pour les graphistes, leur permettant de se concentrer sur ce qu'ils font de mieux, penser de manière créative. » Alors, on va pas revenir sur est-ce que l'IA vole ou pas les métiers, parce que je pense qu'on l'a bien balayé. Moi, je voudrais en fait basculer sur autre chose avec toi, c'est les dérives potentielles, parce que techniquement, Midjourney, je peux lui faire absolument ce que je veux. Donc, on peut revenir sur le débat libre arbitre, lucidité, bien sûr, des informations. Mais au-delà de ça, toi, ça t'inspire quoi? Tu vois les limites morales de cet outil? Parce que techniquement, on peut réellement, je lui demande de te mettre avec un chapeau, avec une plume rose et à l'Assemblée nationale. Non, mais tu vois ce que je veux dire? Tout à fait. Et ça fait la une du Figaro. Marjorie Paillon était à l'Assemblée nationale avec un chapeau rose et tout le monde y croit. Ça peut être très dangereux quand même comme outil. C'est extrêmement dangereux. Et alors, ce qui est à la fois fascinant avec des IA d'outils d'intelligence artificielle générative en images ou en vidéo, c'est que en effet, on peut finalement illustrer, incarner, inventer un monde qui n'existe pas. Il y a eu beaucoup d'essais d'utilisation de Midjourney à partir d'actu,
différentes. Et donc, du coup, Midjourney a inventé une incarnation de l'actualité avec les données qu'il avait sur lesquelles il s'entraînait. Par exemple, ça a donné ces images assez étonnantes d'Emmanuel Macron pendant non, mais on voit émeutes. des images de Macron partout générées par Donald Trump, là aussi, c'est un truc de ouf. à foison. L'image du pape. Alors, même moi, j'avoue que autant je m'étais pas fait avoir sur les précédentes images, autant l'année dernière, je me suis fait totalement avoir par l'image du pape en doudoune Balenciaga. Pendant, j'étais mal réveillée un matin. En vrai, tu peux faire des trucs super drôles avec ça. Il y a vraiment il y a vraiment une fraction de seconde où j'ai vraiment cru que l'image était vraie avant de me dire ça. T'as vraiment cru que le pape pouvait être en doudoune Balenciaga? Ouais, j'avais pas. Non, mais ouais, mais bref, il y a vraiment une fraction de seconde où j'ai eu ce moment de confusion mentale en fait, en me disant bah oui, c'est peut-être possible, non, ça ne l'est pas. Il y a d'abord des règles. Alors aujourd'hui, l'état de perfection de ces outils d'intelligence artificielle en images et en vidéo est quand même, c'est encore perfectible. Donc il y a encore des points sur lesquels on peut se rattacher pour savoir si une image a été générée par IA ou pas. Oui, il y a parfois des petites incohérences. Voilà. Parfois le nombre de doigts. Exactement. L'IA va mal calculer en fait le nombre. Tu vas avoir 2 pouces gauche. Exactement. Ouais. Donc ça se joue sur des détails, mais qui n'en sont pas. Il faut vraiment vérifier l'image à chaque fois. Ce qui pose un véritable problème, c'est alors d'une part pour les entreprises sur l'image de marque pure et dure, la génération de logos, la génération aussi de campagnes fait à partir des données de votre entreprise. Aujourd'hui, là aussi, il y a des solutions IA sur le marché qui finalement essaient de mettre en garde contre ça. Il y a, comme j'ai cité d'autres entreprises, je peux aussi les citer, Adobe notamment, qui propose un outil d'intelligence artificielle générative en images qui s'appelle Firefly, qui est lui, il base tout son argumentaire justement en disant non, on entraîne justement nos data et nos images sur du libre de droit. Donc, vos droits ne seront pas compromis. C'est des vraies questions en matière de droit et de droit à l'image, pour le coup. Après, évidemment, la véritable question, c'est la désinformation et l'impact, on citait tout à l'heure le sondage de Soprasteria, sur la crainte des Français vis-à-vis de la désinformation avec l'utilisation d'IA sur les plateformes sociales. C'est exactement ça. Il y a quelques semaines, au moment du Super Tuesday par exemple, des partisans de Donald Trump ont essaimé plusieurs réseaux sociaux d'images de Donald Trump avec des électeurs noirs américains. Ces images n'ont jamais existé dans la réalité. Et ça montrait un Donald Trump tout souriant au milieu de familles afro-américaines pour pouvoir pumper les potentialités d'électorat de Donald Trump auprès de la base afro-américaine. C'est de la désinformation pure et dure. Il y a eu aussi le cas en Allemagne, par exemple, avec l'AfD, qui est le parti d'extrême droite allemand. Mais comment on le sait? Comment on le sait? Les images, elles paraissent extrêmement réelles. Parfois, oui, elles paraissent à défaut. Parfois, t'as un pouce droit, un pouce gauche, tous tes doigts. Je reprends juste l'exemple de l'AfD très rapidement parce que tu vas voir, il va être très parlant. L'AfD, il y a quelques mois, publie un deepfake, puisqu'on est en train de parler de deepfake, tout simplement, publie un deepfake d'une image d'un village allemand envahi par des migrants. En plein débat sur l'accueil des migrants en Allemagne ou pas. C'est extrêmement grave, c'est extrêmement dangereux pour la démocratie, c'est extrêmement dangereux pour l'information. Dans la partie justement de régulation dont on se parlait tout à l'heure, dont l'AI Act, mais pas que, il y en a d'autres qui sont en train d'être réfléchis, il y a notamment la question de la labellisation de ces images générées par intelligence artificielle, c'est-à-dire qu'on apposera un label, image générée par IA. C'est fondamental. Aujourd'hui, il faut préparer aussi les consommateurs et consommatrices d'infos que nous sommes, si toutefois on en est encore un certain nombre, à ce changement majeur d'images générées par IA. Et comment s'armer, comment se donner des moyens pour pouvoir reconnaître une image ou un article généré par intelligence artificielle d'articles qui ne le seront pas. C'est fondamental. Encore une fois, c'est une question de démocratie, c'est une question d'accès et de compréhension de l'information. Et c'est une question, à l'heure où en 2024, 70 pays dans le monde sont en processus électoraux, les ont déjà passés ou s'apprêtent à aller voter. C'est fondamental parce que les craintes sur des déstabilisations politiques sont réelles, avec des deepfakes qui soient audio, qu'ils soient vidéo, qu'ils soient par image interposée. C'est fondamental de se
poser dans cette posture-là et de se dire, là, du coup, je reviens au manichéisme de tout à l'heure que je dénonçais, de ce point de vue-là, il faut se préparer à un monde où la désinformation sera manipulée par IA ou ne sera pas. Sur les précédents processus électoraux, tu sais, on parlait beaucoup des fake news qui étaient fabriquées à partir de fermes à désinformation, de fermes de fake news. Aujourd'hui, en un prompt, je peux générer une fausse information qui est beaucoup plus virale, beaucoup plus attractive, beaucoup plus regardée, beaucoup plus consommée, beaucoup plus partagée qu'une véritable information. 7 fois plus en moyenne. C'est fondamental. Là aussi, on en parlait tout à l'heure. Comme savoir ce qu'un outil d'intelligence artificielle générative va me permettre de faire pour aller plus vite, mais je saurais reconnaître s'il a bien fait sa tâche ou pas parce que je sais l'accomplir aussi, c'est fondamental de comprendre comment l'info se fait, comment l'info se construit, comment l'info arrive jusqu'à toi pour pouvoir justement là aussi s'armer contre la désinformation. Ce que je retiens dans tout ce que tu as dit, c'est l'IA au service de la politique, à quel point ça peut être très dangereux. Et tu vois, ça m'amuse un petit peu parce que j'ai l'impression que c'est le propre de l'espèce humaine. Tu leur mets une innovation... Enfin, c'est eux qui l'ont créé finalement, mais on a une innovation qui a énormément de bienfaits, on l'a vu, au service de la marque employeur, de l'éducation, de la formation, de la productivité, de l'optimisation du temps, et ils arrivent toujours à la détourner et à en faire quelque chose de dangereux. C'est d'où l'importance, encore une fois, de conserver le libre arbitre, et tu l'as très bien dit. Complètement. Alors, une question plus perso, Marjo, c'est quoi tes projets ? Après nous avoir bien abreuvé d'informations, de culture, avec énormément d'éloquence, c'était passionnant. Quels sont tes projets futurs ? Mes projets perso ou mes projets... Tes projets pro, perso si tu veux. Pro et perso, on est un peu... Non, en fait, là, encore une fois, c'est une année qui est particulièrement importante parce que je viens juste d'en parler, 70 pays sont en processus électoraux cette année. Donc, il y a énormément de questions qui vont se poser justement sur l'utilisation des tech et des IA dans ces processus électoraux pour des questions de désinformation, de manipulation d'opinion. Donc ça, c'est quelque chose que je vais regarder de très très près, à la fois pour les plateaux sur lesquels je vais commenter l'actualité tech, mais pas que. Il y a toute cette partie d'élections américaines, encore une fois, je couvre ces élections présidentielles américaines, midterms et primaires depuis 2008, depuis le match Barack Obama contre John McCain. Donc forcément, c'est aussi un sujet qui va apporter mon intérêt cette année. Il y a aussi une idée d'essayer d'interroger avec d'autres regards et d'autres écritures, ce qui nous permet de faire société encore aujourd'hui en 2024, parce que 2027, ça arrive très vite pour la France. Et que si on ne commence pas justement à essayer de retrouver ce goût du dialogue, ce goût de la discussion, ce goût du débat, j'ai peur quelque part que on n'ait plus cette place-là, on n'ait plus cet espace-là pour pouvoir essayer de comprendre ce qui nous lie, ce qui nous permet de faire société. Je veux dire en gros mots, ce qui nous permet de faire nation, et de ne pas laisser cet apanage-là à d'autres opinions. Moi, mon travail en tant que journaliste, finalement, il n'est pas d'avoir un prêt-à-penser, d'avoir du prêt-à-porter d'informations pour te dire comment penser et comment finalement polariser, positionner. Tu vois, j'ai dit polariser, c'est un joli lapsus. Positionner ton opinion ou ton vote. J'estime que moi, mon travail, il est de te donner, en tant que consommatrice d'infos et qu'électrice par ailleurs, si tu veux bien encore te rendre aux urnes, c'est encore un débat et une question, c'est de te donner... Le taux d'abstention, c'est d'ailleurs un vrai débat. Absolument. C'est de te donner autant d'incarnation à avoir d'une réalité, d'un fait d'actu, que de possibilités de te forger ton opinion. Et ce qu'on a vécu, et là, pareil, c'est un peu de la tech-thérapie à ton micro, ce qu'on a vécu, nous, en tant que journalistes couvrant la tech pendant ces dernières décennies, c'est finalement d'avoir vécu cette période de fascination vis-à-vis de l'objet technologique tel qu'il était présenté, parce qu'on avait aussi envie de croire au récit Silicon Valleyien, mais pas que, du progrès. Et on a confondu progrès et innovation. C'est-à-dire que même nous, on s'est laissé embarquer, on était complètement consentants pour le faire, dans un récit où la technologie nous emmenait vers d'autres moyens de faire société, nous déroulait finalement aussi un récit, pas national pour le coup, mais universaliste, sur les technologies, les plateformes vont pouvoir nous aider à renouer le dialogue,
à engager la discussion, la conversation. On se rend compte finalement que quelques années plus tard, c'est tout l'inverse. Ces plateformes que j'utilise par ailleurs bien évidemment et abondamment et massivement, ces plateformes sociales finalement nous ont enfermés dans des bulles, finalement ne nous permettent plus de confronter nos opinions mais de les conforter. Donc comment est-ce que justement on redonne goût au dialogue, on redonne goût au débat, on apprend aussi de l'autre parce que c'est pas parce qu'on va pas avoir la même opinion que je vais pas apprendre de ton opinion. Non, l'altérité, c'est très important. Absolument. Bien sûr. Je vais pas apprendre de ton expérience. C'est ce qui va me permettre aussi de me confronter à d'autres réalités pour pouvoir faire évoluer aussi mon point de vue. Pas forcément l'adopter, pas forcément l'adouber, mais faire évoluer moi mes opinions. Et me dire qu'il y a encore une raison de faire société et d'être liés les uns aux autres. Voilà, c'est un peu long comme mission à laquelle je me prépare. C'est très noble. Pour les prochaines saisons radio, télé et édition aussi. Mais en tout cas, c'est quelque chose sur lequel je vais continuer à travailler, à enquêter. Et je trouve ça très beau pour conclure. Se réunir, se retrouver, se fédérer là où l'IA est tellement accusée et accablée de diviser et d'exclure justement les personnes. Donc, merci beaucoup pour tes lumières. Merci pour tous tes éclaircissements. Oh bah, j'en prie. Moi, j'ai Marjorie une Paillon. petite ampoule, du coup. C'est très mignon. Prends soin de toi. Merci. Toi aussi, Dorit. Merci d'avoir écouté ce podcast. Si vous avez aimé, abonnez-vous sur votre plateforme préférée, ajoutez des étoiles, des likes et des commentaires. Rendez-vous la semaine prochaine.